Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là, aussi matinal. Merci beaucoup au docteur Hassan Boudra pour son invitation pour ce symposium. C'est toujours une joie immense d'être parmi vous, que ce soit à Marrakech ou dans d'autres villes du royaume. J'ai régulièrement l'habitude, souvent à l'invitation de mon ami le président Hussein Maoni, de participer au congrès et symposium dans ce beau pays qui nous est très cher. Donc, le sujet qui m'a été confié, c'est la chirurgie dans l'infertilité utérine, mais essentiellement les anomalies utérines et leur traitement, les anomalies utérines qui sont responsables d'infertilité. Alors, on n'en parle peut-être pas beaucoup, on parle beaucoup plus d'endométriose que d'anomalies utérines. Quand on regarde les chiffres, la responsabilité de l'endométriose dans l'infertilité est beaucoup plus basse, elle est très inférieure à la responsabilité des anomalies utérines, car selon les publications, ces anomalies utérines sont responsables de 1 à 2% pour 500 femmes en âge de procréer, ce qui représente 5 à 10% des femmes traitées, prises en charge pour infertilité, ce qui est un chiffre assez important, mais c'est toujours très difficile très difficile. Ça va toujours dans le même sens. Il est toujours très difficile d'évaluer la responsabilité de ces anomalies utérines dans la genèse de l'infertilité. Alors, qu'elles soient acquises ou congénitales, ces anomalies utérines, on en parle souvent, le plus fréquent, ce sont les fibromes. L'adénomiose, un confrère va en parler tout à l'heure, syndrome d'Asherman, ou congénitale, celle qui nous intéresse particulièrement, et je pense que c'est pour cette raison qu'on m'a invité de parler, c'est l'agénésie utérine, mais on en parlera tout à l'heure. Alors tout d'abord, les fibromes, et je passe rapidement parce que de toute façon, les conférences vont se recouper. Si on veut se poser la question, est-ce que les fibromes sont responsables de la diminution de la fertilité ou est-ce qu'ils sont responsables d'un taux inférieur en termes de résultats de la FIV? Si on considère il n'y a pas, paradoxalement, on n'a pas énormément de publications concernant myome et fertilité. Si on regarde maintenant les publications, on revient toujours sur la méta-analyse des PIT, et on a du mal à se faire une idée claire, à part pour le myome sous-muqueux. Si on regarde les publications, on fait un résumé des publications, et en considérant tous les fibromes, quelle que soit leur localisation, ces myomes ont un impact négatif sur le taux de grossesse. Alors maintenant, ces myomes ont un impact négatif sur le taux de grossesse, sur le taux d'implantation et surtout sur les fausses couches. Et comme je vous l'avais dit, on reprend la méta-analyse de PRIT, qui a été publiée en 2009 et qui reste la référence reprise par la plupart des études. Le taux, l'impact le plus clair et paraît être lié au myome sous-muqueux avec une différence significative en ce qui concerne le taux de grossesse, le taux d'accouchement et même le taux de fausses couches répétitives. Est-ce que pour autant
la résection de ces myomes sous-muqueux améliore la fertilité et augmente le taux de grossesse en fécondation in vitro. Si on considère le myome intramuraux, il ne semble pas, et on n'a pas des preuves formelles, y compris dans la méta-analyse, que la résection de ces fibromes améliore les résultats de la fertilité, les résultats de taux de grossesse en fécondation in vitro. Et dans certaines études, il y en a une qui a été publiée par Bulletti en 2010, il semblerait qu'il y ait un volume supérieur à 7 cm ou à 8 cm des myomes intramuraux dont l'exérèse améliorait la fertilité, mais c'est moins évident que pour le myome sous-muqueux. Alors, ces myomes sous-muqueux, la résection, et là, il y a une certaine concordance à partir de la méta-analyse et d'autres études qui ont suivi pour dire que résection, non seulement les myomes sous-muqueux détériorent la fertilité, diminuent le taux de grossesse en fécondation in vitro, mais leur résection hystéroscopique améliorait ces taux de grossesse. Et là aussi, le taux de grossesse et la différence, elle est significative. On considère la méta-analyse de Pritz ou les autres études qui ont suivi. Alors, il y a une notion qui est très importante qu'il faudrait qu'on la regarde, parce qu'on passe rapidement dessus. On dit la résection d'un myome sous-muqueux améliore la fertilité. Certes, la résection hystéroscopique améliore la fertilité dans les myomes sous-muqueux. Mais la plupart des études qui ont été publiées dans des centres qui sont des centres référents, entre les mains des chirurgiens, non seulement des chirurgiens chevronnés, mais des chirurgiens qui traitent de la fertilité, qui abordent la cavité utérine avec la notion de l'endomètre qui est indispensable et la qualité de l'endomètre qui est indispensable à une bonne implantation. Et aussi, même entre les mains de ces opérateurs et avec toutes les précautions qu'on prend, quand on regarde les publications, on a entre 20 et 40% des synéchies post-résection hystéroscopique. Nous avions une étude qui était publiée en 2019 dans le service où on avait autour de 19% des synéchies post-résection. Ce qui est important de souligner, c'est l'impact de cette chirurgie. Donc, OK, elle améliore la fertilité quand elle est bien faite, quand on essaie de diminuer les synéchies et les adhérences post-résection, et d'où l'importance que cette chirurgie soit faite dans des centres référents et entre les mains de chirurgiens qui ont une certaine connaissance de la fertilité et de l'infertilité. Et parce qu'il y a de toute façon qu'on utilise des solutions anti-adhérentielles post-résection ou qu'on utilise une énergie qui est très peu adhésiogène, il y a toujours un risque des synéchies. Et l'intérêt de l'hystéroscopie réalisée dans les 2 mois qui suivent la résection, car cette hystéroscopie, elle va s'assurer de la normalité de la cavité utérine. Et s'il y a des synéchies, ce sont des synéchies qui sont facilement traitables par l'hystéroscopie diagnostique elle-même. Alors là aussi, on va passer rapidement sur tout ce qui est proposé pour diminuer ces adhérences post-chirurgie, que ce soit les changements, l'utilisation de l'énergie bipolaire à la place de la monopolaire, que ce soit les différentes améliorations techniques et technologiques de l'hystéroscopie, l'utilisation de solutions anti-adhésiogènes qui semblent améliorer et donner moins d'adhérence, et surtout l'intérêt de l'hystéroscopie de seconde loupe dans les 2 mois qui suivent la résection. Ces synéchies peuvent s'inscrire dans le syndrome d'Asherman ou pas, quelle que soit la sévérité de ces syndromes d'Asherman, qu'ils soient dus à une chirurgie ou à une infection ou surtout à un geste endoutérien post-grossesse, dans le suite d'une grossesse pour fausse couche ou pour une grossesse normale. En tout cas, ces synéchies sont vraiment pour moi, reste un des problèmes les plus difficiles à résoudre, car quand on a
à traiter de ces synéchies qui sont bien constituées, qui sont sévères et qui ferment complètement et qui oblitèrent complètement la cavité utérine, on est complètement désarmé pour proposer solution. Bien sûr qu'il y a la résection de ces synéchies par hystéroscopie, mais le plus important, c'est leur prévention, car même si on sait que le traitement de ces synéchies améliore les taux de grossesse et améliore la fertilité, dans la vraie vie, on sait très bien que l'altération de cet endomètre, on n'arrive pas à faire grand-chose. Et quand vous avez un endomètre qui reste à 3 mm avec des doses très importantes d'estrogène, ou que ce soit après une stimulation ou après l'utilisation de différents anticoagulants ou de différentes antiagrégants plaquettaires, on est complètement désarmé face à ces endomètres atrophiques, synéchiés avec ces synéchies et ces syndromes d'Aschern. Après, parmi ces anomalies utérines responsables d'infertilité, on a toute la panoplie des malformations utérines. Donc, vous connaissez certainement par cœur la classification qui a été proposée par l'ISHRE et par l'European Society. Alors, ces anomalies utérines sont multiples et variées, et là aussi, l'impact de ces malformations, à part la génésie utérine totale, l'impact de ces malformations utérines sur la fertilité et l'intérêt de leur résection, l'intérêt de leur traitement, reste très controversé. Tout dépend de quelle malformation on parle. Alors, si on prend le septum, voilà, c'est pas possible. Si on prend les simples cloisons intra-utérines, bon, il est évident que la résection de ce septum, de cette cloison, améliore la fertilité, améliore l'implantation et diminue le taux de fausse couche ou le taux d'échec d'implantation, que ce soit la cloison totale ou la cloison partielle, puisqu'il s'agit d'une sorte de membrane qui divise la cavité utérine en deux, et la résection est aussi simple. Après, en ce qui concerne les autres malformations, là aussi, on a toujours cherché à dire que quand l'angle il est inférieur à 90 degrés, il paraît plus intéressant de réséquer, mais sans avoir une preuve formelle de l'intérêt de ces résections. Alors, la seule résection, la seule chirurgie qui a fait la preuve, montre une amélioration de la fertilité, que ce soit sur le taux de grossesse ou que ce soit sur le taux de fausse couche à répétition, c'est la résection de ces septums intracavitaires. Pour les restes, pour les autres, pour le simple utérus cloisonné, mais sans juste avec un fond arqué, la résection semble quelquefois donner plus de synéchies, plus de complications que d'amélioration de taux de grossesse. Après, toutes les autres malformations, tout dépend. Il ne faut pas laisser une symptomatologie évoluer sans aucun traitement. On sait très bien qu'un hématocèle colpose ou une cavité utérine borgne qui forme un hématocèle assez important qu'il faut le traiter, ça c'est une autre question. Ça c'est un traitement symptomatique qui est justifié et qui est important à réaliser. Alors, si je vais m'intéresser à une pathologie, à une malformation qui m'intéresse moins particulièrement, bien sûr, vous le savez, c'est le syndrome de MRKH, c'est-à-dire l'agénésie utérine partielle ou totale, qui était prise en charge quand je suis arrivé à l'hôpital Foch pour traiter ces malformations avec la réalisation d'un néovagin, quelle que soit la technique. Et donc, en arrivant à l'hôpital Foch et en découvrant cette population de MRKH prise en charge dans le service,
et en même temps voir des patients qui sont opérés pour des pathologies bénignes avec un utérus sain. Et c'est à partir de ce moment-là que je commençais à travailler sur le projet de greffe utérine et de transplantation utérine à l'hôpital Foch. Alors ce projet qui a pris plus de 15 ans de travail a abouti en mois de février 2021 à la naissance de Micha, l'histoire que vous connaissez parfaitement. Alors comment on est arrivé à cette réalisation, à cette transplantation? Bien sûr, Foch, l'hôpital Foch, où je suis arrivé en 2006, venant de Toulouse, où j'étais chef des services au CHU de Toulouse. En arrivant à Foch, on découvre un hôpital qui a une longue histoire de transplantation, car la première transplantation rénale à partir d'un donneur vivant a été réalisée à l'hôpital Foch il y a 50 ans, premier centre de transplantation pulmonaire. Donc il y a un environnement de prise en charge de cette transplantation, parce qu'en fait, il n'y a pas que le geste opératoire, il n'y a pas que le geste technique, il y a toute la prise en charge préalable et toute la prise en charge ensuite. Après, il y a un département de gynécologie obstétrique, de robotique de chirurgie robotique. Nous avons commencé la chirurgie robotique en 2009. Nous sommes à plus de 4500 procédures de chirurgie robotique et nous avions réalisé la première hystérectomie cancer du col par robot en 2010. Une hystérectomie élargie. Alors pourquoi cette hystérectomie élargie? Car c'est l'intervention identique qu'on réalise pour le prélèvement de l'utérus en vue d'une transplantation, c'est-à-dire avec les pédicules vasculaires, etc. Et nous avons commencé à travailler sur ce projet. Alors je vous dis, je ne décris pas toutes les démarches administratives qui ont commencé en 2007 pour faire le tour de toutes les instances de la République avec l'arrivée, l'Agence de biomédecine, l'Agence nationale de sécurité du médicament. Donc en tout cas, en commençant en 2007, on a obtenu l'autorisation en 2018. Mais pendant ce temps, nous avons entamé une collaboration d'abord sur l'animal et ensuite sur l'humain avec l'équipe suédoise, avec l'équipe de Mats Monstrom, que j'ai rencontré par hasard lors d'un meeting des Léchereux. Alors, le meeting des Léchereux à Stockholm, où il venait présenter, c'était en 2008, venait présenter ses travaux sur la brebis et sur la souris et sur le macaque. Et dans un amphi 3 fois ou 4 fois plus grand qu'ici, il y avait un amphi de 2000 personnes, il y avait 7 personnes qui assistaient, et 7 personnes étaient opposées à la greffe utérine et s'opposaient à Mats Monstrom. Et comme nous, on travaillait à peu près on avait commencé à travailler sur un projet de greffe utérine, on a commencé à travailler ensemble et on continue encore à travailler ensemble. Et donc pendant ce temps-là, on a fait notre protocole et on a commencé à sélectionner les patientes et à monter un projet de chirurgie animale avec l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, et autotransplantation sur la brebis, mais dans le cadre d'un projet de recherche assez global entre l'INRA, Paris-Saclay, IVSQ et Hôpital Foch, qui a abouti à coacher 6 Master 2, 3 thèses de sciences et 4 thèses de médecine. Et en 2018, nous avons obtenu l'autorisation pour réaliser des greffes. Alors, ce projet avec l'INRA était assez important pour nous car non seulement il y avait le training chirurgical sur l'animal, puisque nous avons réalisé une 50aine d'autotransplantations. D'ailleurs, ce projet continue toujours. Nous avons aussi travaillé sur d'autres thématiques, que ce soit sur l'implantation, que ce soit sur l'amélioration de la vascularisation des organes greffés à partir de la molécule d'hémoglobine synthétique à partir du ver marin qui transporte 40 fois, en tout cas, la capacité de fixation d'oxygène par l'hémoglobine est 40 fois supérieure à l'hémoglobine humaine. Et donc, c'était en vue, quelle que soit la transplantation, c'est en vue d'améliorer la vascularisation des organes prélevés. Quand on a un transfert
à faire ou quand on a un trajet à faire de 10, 12, 15 heures. L'ischémie de ces organes est assez un impact très négatif sur la réussite de transplantation. Nous avons aussi travaillé sur le diagnostic de rejet de greffons grâce à des biomarqueurs et non pas grâce à des biopsies. Alors, training chirurgical chez l'animal, chez la brebis, avec l'INRA. Alors, pourquoi c'est la brebis? On a choisi la brebis car sur le plan anatomique, la brebis anatomiquement est assez proche sur le plan de l'utérus, des organes de voisinage, assez proche de l'anatomie humaine. Et le volume utérin, bien que ce soit un utérus bicorne, est du même volume que l'utérus humain, féminin. Et surtout, ce qui est difficile dans cette greffe utérine, c'est le rapport entre le pédicule utérin et l'urtère. Et donc, les rapports anatomiques chez la brebis sont pratiquement, je ne veux pas dire identiques, mais très proches de l'anatomie humaine. Et donc, le fait de réaliser cette chirurgie nous permettait non seulement de coacher plusieurs projets de recherche, mais aussi de réaliser un training chirurgical hebdomadaire. Alors, cette chirurgie, nous avions monté nous-mêmes le laboratoire de chirurgie expérimentale à l'INRA et nous avons aussi profité de l'expérience de l'équipe suédoise, car l'équipe suédoise avait aussi monté un laboratoire de chirurgie expérimentale. Et donc, à partir de là, on avait des échanges. L'équipe suédoise venait travailler à Fush et à l'INRA, et l'équipe de Fush allait travailler à Göteborg de façon réciproque. Et surtout, cette chirurgie nous a permis d'associer nos collègues chirurgiens vasculaires et immunologistes et néphrologues. Nous avons profité de cette chirurgie, de l'installation de ce laboratoire de chirurgie expérimentale pour entraîner avec nous nos collègues de transplantation rénale et de transplantation pulmonaire qui ont monté aussi d'autres projets autour de la transplantation et autour de la recherche en transplantation. Alors, à côté de cette partie chirurgicale, nous a permis de coacher des Master 2, de thèses de sciences, mais aussi de publier plusieurs papiers sur la transplantation et sur les thématiques autour de cette transplantation. La deuxième partie, c'était l'expertise en chirurgie robotique. Alors, expertise en chirurgie robotique, nous avons commencé en 2008-2009 avec l'installation d'un premier robot à Foch, tellement il y en a deux. Et nous étions, le service des chirurgies gynécologiques était porteur de ce projet de chirurgie robotique. Alors, nous avons commencé à valider et à participer à la validation de différentes techniques chirurgicales. Nous avons réalisé la première destérilisation tubaire par Cellio Robot, qui est publié, et nous avons participé à la validation de l'hystérectomie pour tumeur bénigne, l'hystérectomie pour cancer de l'endomètre et pour cancer du col. Nous avons réalisé une vingtaine d'hystérectomies pour cancer du col avec la chirurgie robotique et nous les avons publiées. Alors, cette chirurgie robotique, à partir de 2011, nous avons j'ai convaincu Mats Brandström de commencer à travailler sur la possibilité de prélever l'utérus par chirurgie robotique et nous avons commencé à travailler sur cette technique que nous avons développée. La première patiente qui a été greffée à Foch, le prélèvement a été fait par chirurgie robotique à 90% et la deuxième, c'était à 100%. Donc, cette thématique aussi des chirurgies robotiques, parallèlement
à la sélection des patientes parallèlement au projet de l'INRA nous a permis aussi de publier plusieurs papiers sur différentes techniques et sur la validation de ces techniques chirurgicales par chirurgie robotique. Alors, à partir du moment où on a écrit notre protocole et on l'a déposé au comité de protection des personnes, au comité de donneurs vivants, au Conseil national d'éthique, puis à l'Agence de biomédecine, puis à l'Agence nationale de sécurité des médicaments. En attendant, à partir du moment où on avait notre protocole, on a commencé à sélectionner les patientes. Alors, le protocole était déjà très lourd, mais à chaque fois qu'il passait devant une autorité, il était alourdi, on rajoutait des critères d'inclusion et des critères d'exclusion. Ce qui fait qu'à l'arrivée, on a obtenu un protocole où il était quasiment impossible d'inclure une patiente. Il fallait inclure une donneuse et une receveuse, et les critères d'inclusion et d'exclusion pouvaient arriver à partir de l'un ou de l'autre, ce qui explique la difficulté de ce protocole, ce qui explique qu'en voyant 320 patients, alors il n'y avait pas que des MRKH, le protocole était consacré aux anomalies utérines MRKH, mais dans les patientes qui ont consulté, il y avait les patientes hystérectomisées pour un cancer jeune, il y avait les patientes qui étaient hystérectomisées pour une hémorragie de la délivrance, mais nous, on n'incluait que les patientes qui étaient atteintes de syndrome MRKH. Donc, sur 320 patientes, quand vous voyez 320 patientes, vous voyez 320 fois 4, car c'est le conjoint plus la donneuse, plus la receveuse et les deux conjoints. Donc, 40 couples ont été explorés pour arriver à 8 couples et 3 ont été sélectionnés. 2 ont été déjà transplantés. La troisième est prévue pour les prochaines semaines. Alors, une fois qu'on a obtenu l'agrément et l'autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament, on pouvait commencer à inclure les patientes, mais l'inclusion aboutissait tout de suite à démarrer la FIV, car dans le protocole, l'objectif de la transplantation étant l'obtention de la grossesse, et donc il fallait s'assurer qu'on a des blastocystes, au moins 10 blastos avant de réaliser la chirurgie. Donc la patiente a eu un protocole antagoniste estrogène, et ce qui nous a permis de recueillir 35 ovocytes avec l'obtention de 21 blastos. À partir du moment où on avait ce blasto, on pouvait organiser la chirurgie. Et cette chirurgie, elle était bon. On a du mal à passer la vidéo. En tout cas, je vous fais grâce de la vidéo de transplantation, mais je ne sais pas du tout. Voilà. Bon, en tout cas, on réalisait 3 étapes. La première étape, c'était le prélèvement de l'utérus avec ses pédicules vasculaires par cellule robot. Ensuite, la préparation de l'utérus et de ses vaisseaux, des pédicules utérins, ce qu'on appelle les backtables. Et ensuite, la transplantation proprement parlée par laparotomie. Immédiatement, en péropératoire, on commence le traitement immunosuppresseur classique, et la surveillance commençait à se mettre en place. Une surveillance qui est à la fois clinique et biologique. Bon, il fallait surveiller le traitement immunosuppresseur, mais il fallait surveiller aussi le traitement, l'utérus et sa vascularisation proprement dite. Et si vous regardez sur cette diapo, Le cercle que ça fait de vascularisation. sur cette diapo, une semaine après, c'est un utérus qui est ménopausé, une semaine après la transplantation, et que cet utérus subit l'environnement hormonal de la patiente qui a un environnement hormonal normal, l'endomètre commence à pousser et on voit bien la vascularisation parfaitement autour de cet utérus. Premier transfert d'embryon, j'ai pratiquement fini. Alors, juste une chose qui est importante pour vous, c'est ça qui est important pour nous au niveau de la fertilité de la PMA. Nous avons organisé le premier congrès, le 3e congrès de transplantation utérine à l'hôpital Foch au mois d'octobre dernier. Et à l'occasion de ce congrès, nous avons fait le point
sur tous les cas de transplantation utérine réalisés à travers le monde et les cas de grossesse. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est à partir des cas publiés et le questionnaire qu'on a envoyé à tous les centres. Il y a plus de 25 centres aujourd'hui à travers le monde. Il y a autour d'une centaine de transplantations réalisées et il y a aujourd'hui 49 à 50 naissances après transplantation utérine. Ce qu'il faut voir dans ce tableau est particulièrement intéressant car quand on regarde ces tableaux, vous regardez que le nombre de cas réalisés, c'est 90. Le nombre de patientes qui ont bien réussi, il est de 71. Et quand on regarde le nombre de grossesses, les taux de grossesse d'accouchement, on a 49 naissances. Il y a certainement actuellement, depuis cette étude, il y a 7 nouvelles naissances. Et donc, quand on regarde le taux d'accouchement par rapport au nombre de cas traités, on est autour de 60% de grossesse. Certes, ce sont des patientes qui sont sélectionnées, mais ce qui est important, c'est ce taux de succès par rapport aux patientes qui ont été transférées. Il y a 70 patientes qui ont eu le transfert. Les autres il y a eu un échec de transplantation. Donc, seules 70 patientes, 49, 50 grossesses sur 70 patientes, plus de 80% de taux de grossesse, ce qui est remarquable. Je veux passer rapidement sur les résultats, un peu plus de prééclampsie. Le terme de grossesse d'accouchement était de 34 semaines au niveau mondial, une cinquantaine de cas. Et de plus en plus, on vire vers la chirurgie robotique. Les 6 dernières transplantations ont été réalisées par chirurgie robotique et nous avons réalisé avec l'équipe suédoise la première transplantation robotique de A à Z, aussi bien le prélèvement que la transplantation. Nous avons réalisé la deuxième transplantation à l'hôpital Foch. La patiente a eu sa deuxième grossesse et sa deuxième accouchement. Ce projet, il est intéressant sur le plan technique, sur le plan chirurgical, mais ça nous a donné une dynamique de recherche au sein du service. Et sur cette thématique, pendant toutes ces années de recherche, avec toute l'équipe autour de moi, une vingtaine de personnes pendant 15 ans, rien que sur cette thématique, nous avons eu 33 publications. Il y a une revue qui est actuellement acceptée dans la Human Reproduction. Et je parle de thèse des sciences et de thèse des médecines et des Master 2. Ça a donné une dynamique de recherche remarquable au sein du service, une motivation de toute l'équipe. Alors, juste pour dire que on est en train actuellement, ce qui est important à dire, c'est que ces protocoles de recherche à travers le monde sont en train de devenir des protocoles de soins. En Allemagne, la greffe utérine est devenue un protocole de soins courant, ce n'est plus un protocole de recherche. Aux États-Unis, dans 3 ou 4 États, la greffe utérine, la transplantation est devenue un protocole de soins. Et les Suédois sont en train de faire passer ces protocoles en protocole de soins. Une réussite à analyser pour nous, car 80% de taux d'accouchement après transplantation, même si c'est une population sélectionnée, on a comparé par rapport à une population identique, c'est un chiffre qui est impressionnant et qui nous laisse à réfléchir pourquoi on a de si bons résultats après la transplantation utérine. Je vous remercie. Merci, M. Ayoubi, que je vous rappelle, est le chef de service de l'hôpital Foch et le promoteur de la première greffe utérine en France. Je ne sais pas si on a c'est la salle à des questions ou on passe à la prochaine communication. Si vous n'avez pas de questions, moi j'en ai une petite. Par rapport aux abords hystéroscopiques, que ce soit cure de myome intracavitaire ou cloison ou synéchie, j'ai cru comprendre, vous faites systématiquement des hystéroscopies de contrôle après pour éventuellement dépister d'éventuelles synéchies. Systématiquement, dans les 2 mois qui ont suivi le geste opératoire, nous on utilise systématiquement maintenant la solution anti-adhérentielle après le geste, mais on réalise systématiquement une hystéroscopie diagnostique à 2 mois, à peu près dans les 2 mois qui ont suivi le geste. Et ça, c'est quelque chose qui est rentré dans les pratiques de notre service. J'ai une petite question aussi.
Donc, dans le même sens, en fait, des fibromes, autant les fibromes, les types 5 au-delà, bon, on a listé la CIO, pour l'hystéroscopie, bon, pour les sous-muqueux et les types 2 et 3. Mais maintenant, pour les types 2, 5, vous faites quoi pour les voies d'abord? C'est quelle voie d'abord? Parce que, franchement, il y a le problème, justement. Donc, c'est surtout quand ils atteignent des tailles un peu importantes, bon, 7 cm, 8 cm. Et j'ai vu des ruptures utérines, justement, au cours de la grossesse, suite à des chirurgies de ces types de fibromes. Bon, malheureusement, 11e fille, elle fait une rupture postérieure à 5 mois de grossesse, et une deuxième, justement, à 38 semaines. Et donc, est-ce qu'il faut toujours favoriser les deux voies ou aller justement à la laparo, même si c'est des fibromes qui sont faisables normalement en cellio? Vous n'avez pas une autre question? Non, je suis toujours très, on pourra me dire, partagé quant à ces fibromes et quant à l'intérêt de la chirurgie dans ces fibromes. Moi, si l'hystéroscopie est normale, si la cavité est normale, il n'y a pas un impact de ce fibrome de 5 sur la cavité utérine, une déformation importante, je n'interviens pas. Après, la taille et quelle voie. Si il n'y a pas de déformation, vous avez un fibrome au-delà de 7 cm, après, soit la paro, soit cellulorobot, soit cilioscopie tout court. Donc la voie d'abord, vous la déterminez en fonction de votre expertise. Ce qui est important par rapport à la voie d'abord, ce qui est important avant la voie d'abord, c'est l'indication opératoire. C'est être chirurgien, mais ne pas avoir le bistouri entre les dents, et être chirurgien et avoir une réflexion pour l'indication. Quelquefois, on est plus néfaste en faisant de la chirurgie que sans la faire. Et donc, je veux dire, il y a eu un temps où on s'est jeté sur tout fibrome, que ce soit sous séreux, sous muqueux ou intramural de 5, 6 ou 7 ou 1, 0. Là, aujourd'hui, ce qu'il y a une certitude, c'est pratiquement, il n'y a pas de controverse en ce qui concerne le fibrome sous muqueux. Les autres, tout dépend de la déformation de la cavité. Juste, c'est des patientes chez lesquelles on a attendu avant d'indiquer la chirurgie. C'est-à-dire, c'est des patientes avec des tentatives d'AMP qui ont échoué, avec justement des fausses couches à répétition. Donc, c'est-à-dire, c'est des indications vraiment choisies. Donc, vous avez une indication et la question, c'est quelle voie d'abord? En tout cas, pour nous, si vous voulez, aujourd'hui, jusqu'à une taille de 10 cm, on favorise la voie cellio-robot. C'est là où on a une expertise, c'est là où on a le plus publié, c'est là où une certaine expérience, c'est là où on a réalisé le plus d'intervention et ça se passe très bien. Alors après, vous me dites, bon, à Marrakech, on n'a pas encore le robot. D'accord, mais à ce moment-là, il y a aussi la cellio. On est parti de la cellio, nous. On faisait en cellio. Il y a encore certains chirurgiens de l'équipe qui continuent à faire de la cellio. Tout dépend de votre expertise. Si vous n'avez pas l'expertise des cellios, si vous n'avez pas le robot, la laparotomie reste une voie préférentielle. Ce qui est important, c'est faire les choses proprement, éviter autant se faire que peu les saignements, faire une bonne suture après une myomectomie, et essayer de faire les cicatrices, enfin en tout cas les plus courtes, les plus petites. La question, Merci Jean-Marc pour la... Je pense que le plus important, comme docteur Jean-Marc a dit, c'est l'hémostase pour ne pas avoir d'adhérence et ne pas être délétère par rapport en post-opératoire. Mais le type 2-5, c'est vraiment le cas le plus intéressant pour la chirurgie célioscopique. Et en général, les types 2-5 sont symptomatiques. En général, on doit les opérer. Et la réponse, le commentaire, c'est par rapport à la rupture. Les sutures cellio, en général, quand le chirurgien, il n'y a pas de saignement, il pense que la suture est bonne. Mais la vraie problématique, si on veut faire une vraie célioscopie pour les fibromes, il faut que la suture soit de très bonne qualité. Et ça, c'est le message le plus important. C'est un traitement qui doit être fait par célioscopie, avec une bonne hémostase soigneuse, mais surtout avec une qualité de suture qui est la même qu'en laparotomie. Sinon, il faut faire une laparo. Mais excusez-moi, mais même dans la littérature, on parle de la qualité des sutures. En fait, on parle de la résistance des sutures. C'est-à-dire, en littérature, c'est très connu par rapport à la cellule. Donc, la résistance des sutures au niveau de la cellule n'est pas la même en laparo. Donc, c'est reconnu côté littérature. Non, je vous dis juste une chose. Pour moi, c'est que je fais par laparo, je le fais par cellule robot. Et certains, ce qu'on faisait quand on faisait la cellule, on fait exactement ce
par Célio ce qu'on fait par l'aparo. Si vous ne faites pas par Célio ou par Célio Robot ce que vous pouvez faire par l'aparo, il faut passer à l'aparo. Donc la suture est très importante. Après, je veux dire une chose, le risque de rupture existe, quelle que soit votre technique et quelle que soit votre expertise. Il est bien connu. De 2%, 3%, on sait très bien, 4%. Vous savez, il y a des ruptures sur l'utérus sain. Et pas que pour les 2,5, pour les interstitiels aussi, c'est pas une question de 2,5. En fait, la question, c'est à peu près la même pour la qualité de cicatrice dans la césarienne. C'est une discussion très, on y a des plans sont très diversifiés. Implant, deux plans, quel type de suture, hermétique, non hermétique. Donc, c'est à peu près la même chose en myomectomie. Mais le gold standard, c'est la célioscopie. Non, mais ça, c'est juste pour les fibromes type 2,5. Pour les autres, on est d'accord. Oui, non, mais les autres, c'est plus facile, ouais, d'accord. Mais le 2,5, ok, la meilleure chose, ce n'est pas les opérer, s'ils ne déforment pas la cavité. Ça fera pour moi. Après, quand fait ce que... L'objectif, c'est pas de faire uniquement l'hémostase, c'est de combler la cavité résiduelle. Absolument. Une hémostase parfaite, hermétique, et probablement le type de fil y est pour quelque chose. Donc, on va voir pour les études qui vont faire après. La parole à madame. Can I ask in English? Yes? Yes. I'm asking myself, what are the side effects of the transplantation? Of? The transplantation, the uterine transplantation, when you give all these suppressing drugs, what are the side effects of these women? Is it worse to do it instead of going to a surrogate? Side effect of transplantation is a side effect of any surgery. No, but you put it on these suppressive drugs, Yeah, right? exactly. But because just at the end of the procedure, we do hysterectomy, complete hysterectomy after 2 pregnancies. But during the time, we know exactly the side effect of immunosuppressive treatment for any organ transplantation. We had an experience about pregnancy and immunosuppressive treatment for kidney transplantation or for lung transplantation. So we know exactly, and literature is a very important about immunosuppressive and pregnancy and side effect. For the patient, we know exactly side effect about kidney function, about hypertension, about we know, but we have a choice about immunosuppressive compatible with pregnancy and compatible with the minimum of side effect, but the side effect exists for. No, I'm not talking about the pregnancy. I'm talking about the women itself. Yes. Yes. It's easier for her to go for a surrogate than she doesn't put herself on a danger. It is a choice. It's not me who No, I understand, but the gynecologist should who make the choice. You can have your choice, surrogacy or uterine transplantation. This is no problem. It isn't a problem for today. We have you can make your choice. The surrogacy, it's not available in any country, so it's forbidden in France, it's forbidden in Sweden, it's forbidden in Morocco, it's forbidden anywhere. There are maximum 10 countries who authorize the surrogacy, but it doesn't. This is no problem for us. On va prendre une dernière question, et puis pour passer à la prochaine communication. Si Bachouchi, rapidement s'il vous plaît, parce que Hassan... C'est juste pas une question, un commentaire pour le 2,5 pour répondre à Mme Fichali. Dans le centre, nous, on a l'habitude de commencer par le temps hystéroscopique, parce que là, en fait, ce qui est important, c'est de donner des chances de grossesse à cette femme. Et donc, pour éviter ces temps la bi-abord, célio-hystéro, on commence par l'hystéroscopie. On a parfois la bonne surprise de voir que soit que le fibrome s'exclut dans la cavité, donc il nous donne un liseré de sécurité qui est beaucoup plus important, soit d'aller vers un traitement de reconstruction de l'endomètre. Et là, je crois qu'il faut toujours commencer par un temps hystéroscopique, et lors du second look, on prend la décision soit d'autoriser une grossesse sur un bon endomètre, soit d'aller vers la voie célioscopique. Je pense qu'il ne faut jamais commencer dans ces cas-là par aller vers une chirurgie totale. Merci.
Bien. Donc, merci, professeur Jean-Marc Ayouri, pour cette excellente présentation. Merci.